aux actes. Pendant près d'une heure, nous allons analyser les vœux des organisations patronales et consulaires du Rhône pour passer à l'action. 52 minutes ensemble dans les conditions du direct avec des dirigeants d'entreprise, des artisans, des commerçants, des agriculteurs du territoire. Ils ont décidé de venir témoigner de leur réalité quotidienne et des initiatives qu'ils ont mis en œuvre. Une démarche en mode solution donc que nous allons décliner à travers 3 enjeux majeurs: l'attractivité, l'environnement économique et la planification du territoire. Des vœux, des actes, c'est la première partie. Vous pouvez l'applaudir, voilà, c'est la première partie pour prouver que vous êtes là. Ils sont là. Merci à vous. Et ils sont là aussi, derrière nous, former, travailler, vivre ici, mais aussi maintenir une économie vivante sur notre territoire. 2 vœux parmi les 7 exprimés ce soir par le collectif des organisations patronales et consulaires du Rhône. Alors, comment, dans ce département qui compte plus de 900 000 salariés privés, retisser le lien par l'emploi des jeunes notamment, mais aussi par l'activité, le commerce, les services de proximité aux personnes et aux organisations. Nos 3 premiers invités, vous allez le voir, ont décidé de répondre concrètement à ces questions. On passe des vœux aux actes avec Pauline Marié, Nadir Taillac et Vincent Durand. On les accueille, s'il vous plaît. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir accepté de venir témoigner ici des solutions que vous mettez en œuvre pour recruter, pour former, mais aussi de tous ces efforts que vous déployez au quotidien pour créer du lien social dans nos territoires. Des enjeux qui parlent à notre public ici présent, Maglone Estienne, dont justement vous allez vous faire la porte-voix en recueillant les questions, les commentaires qui seront exprimés par l'audience. Bonsoir Maglone. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, merci Philippe. Je vais recueillir tout au long de la soirée vos commentaires et vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas à vous connecter au site slido.com et à entrer le code DVDA 2026 tout attaché. Et je suis certaine, Philippe, qu'on en aura un très grand nombre. J'en suis persuadé aussi. Allez-y. N'hésitez pas avec les commentaires, les questions. Merci Maglone. On vous retrouve dans une dizaine de minutes pour parler de ce premier thème, l'économie de proximité, l'emploi. Difficile aujourd'hui de trouver du personnel dans certaines activités. Et quand il est qualifié, quand il est compétent, ce personnel, il est aussi compliqué de le garder. C'est ce qu'on entend partout. Alors, il y a les nouveaux comportements, il y a les nouvelles exigences des salariés eux-mêmes qui obligent à une adaptation à marche forcée des entreprises, et il y a les enjeux qui touchent à la réalité du territoire pour attirer, pour garder ces talents. Pauline Marié, vous êtes artisan pâtissière à Lyon, avec une marque et une série de boutiques que vous avez ouvertes dans différents quartiers de la ville. La marque, c'est Marié Pâtissier Rêveur. Du rêve, on peut dire que vous en vendez dans l'assiette des consommateurs. La réalité, elle est peut-être un petit peu moins onirique. 4 ans d'existence, la tête dans le guidon et de grandes difficultés à former du nouveau personnel et à transmettre le savoir-faire. Pourtant, c'est la clé, la transmission dans votre métier. Pourquoi c'est si difficile, Pauline ? Bonsoir à toutes et tous et merci à la CMA pour l'invitation. Donc en effet, Marié, donc c'est 3 boutiques à Lyon, à Foch, Croix-Rousse et Gare-Pardieu. Et donc aujourd'hui, en plus d'être pâtissier, on est également une histoire de famille puisque je suis associée à mon frère qui est dans la salle, que je salue. Bon, salut, voilà, il est quelque part par là. Voilà. Donc lui est vraiment l'artisan, c'est lui qui transmet à nos équipes. En plus, on a grandi dans la gastronomie avec un papa chef étoilé, donc le sujet de la transmission il est dans vos veines. Il est dans nos veines, exactement. Et donc c'est vraiment quelque chose pour moi qui est le cœur de l'artisanat, la transmission. Si on n'a pas de transmission, on n'a pas de relève demain. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est des métiers qui s'apprennent sur le terrain. On ne peut pas griller les étapes. Il faut vraiment pratiquer et apprendre. Et si demain, c'est vrai que l'apprentissage, pour moi, qui est la meilleure voie pour transmettre, est peut-être voué à disparaître ou quoi, ça peut mettre en péril nos activités. Donc ce que vous dites, c'est que l'aide à l'apprentissage, il est crucial pour votre métier, et c'est là-dessus qu'il y a un risque. Et on le voit bien, l'apprentissage est en train effectivement de subir quelques accros. C'est ça, chaque année, on a toujours ce doute de est-ce que les aides vont être reconduites ou pas. Et on parle de transmission donc par l'apprentissage qui est hyper important. Et les aides, c'est pas seulement une aide financière, c'est également pour moi une solution pour perdurer ce savoir-faire.
Il faut aussi comprendre que pour un employeur, recruter un apprenti, c'est beaucoup d'énergie, du temps, et que si demain, il n'y a plus, pour moi, les aides sur le terrain, le soutien aux artisans, je pense qu'il y a des tonnes d'artisans, des petites entreprises qui ne vont plus recruter de jeunes, parce qu'en fait, c'est compliqué aussi à gérer. Donc je pense effectivement que les aides sont très importantes. Mais effectivement, à risque vos activités. On en parlera un peu plus dans le détail. Je me tourne du côté de Nadir Tayak, fondateur de la start-up à succès Naali. Alors Naali, c'est spécialisé dans les compléments alimentaires. Succès parce qu'en 5 ans, vous êtes passé de 0 à 15 millions de chiffre d'affaires annuel. Vous comptez aujourd'hui une 40aine de salariés. Et le recrutement, on le sait, dans des entreprises en croissance comme la vôtre, c'est le facteur clé. C'est dur pour vous de recruter aujourd'hui, Nadir ? Bonsoir, c'est un plaisir d'être là parmi vous. Merci à la CPME et à Franck Maurice pour l'invitation. J'ai envie de répondre par oui et par non. C'est dur de recruter aujourd'hui sur des compétences sur un CV. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens ont besoin d'être recrutés sur la base d'autres choses. En tout cas, chez Naali, ce qu'on se dit souvent, c'est que c'est plus facile de recruter finalement des associés dans une aventure plutôt que des personnes et des collaborateurs. Et on dit souvent aussi que les compétences, finalement, ça s'apprend. Sur le terrain. Sur le terrain, on peut enseigner, on peut transmettre, mais avoir l'envie de se lever tous les matins pour changer les choses, ça ne s'apprend pas. Et je pense qu'on en est la preuve aujourd'hui. Je n'y connaissais rien aux compléments alimentaires. Qui aurait cru qu'on aurait pu se lancer dans un univers ultra concurrentiel qui est celui du complément alimentaire et arriver à se faire sa place et devenir le leader aujourd'hui du safran dans les compléments alimentaires? Qui aurait cru que parti de rien, sans réseau, on pourrait recruter 45 collaborateurs en moins de 4 ans? On a su le faire, on a enfilé notre costume de patron et puis on a su apprendre et on essaie de transmettre cela. On entend souvent dire, Nadir, que les nouvelles générations d'employés sont plus exigeantes en matière de conditions de travail. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez chez vous? J'ai beaucoup réfléchi à cette question et finalement ma réponse est oui, ils sont beaucoup plus exigeants, mais j'ai envie de dire c'est tant mieux parce qu'aujourd'hui la jeune génération, je suis un peu entre les deux. Vous êtes jeune, mais c'est sûr, on témoigne, hein, vous êtes jeune. Et je ne comprends pas forcément la Gen Z, comme on l'appelle. Pas assez. Je suis entre les deux, ils disent un peu tout haut ce que je pensais déjà et j'osais pas dire quand j'étais en entreprise, quand j'étais salarié. Et en fait, ces personnes-là, elles ont besoin de sens, elles ont besoin de flexibilité, elles ont besoin de reconnaissance. Et moi, je fais beaucoup de marketing. Et une chose qu'on apprend en marketing quand on veut lancer un produit, c'est qu'on fait du design thinking. Le design thinking, qu'est-ce que c'est? C'est finalement, je vais interviewer des centaines, voire des milliers de consommateurs pour comprendre quels sont leurs points de douleur et je vais créer une offre qui répond à leurs points de douleur. Aujourd'hui, je vois de plus en plus de grandes entreprises. J'arrive pas à concurrencer, moi en tout cas, mes offres d'emploi par rapport au package qui est incroyable en termes de salaire, etc. Pourtant, elles ont un turnover qui est impressionnant. Donc, ce que vous nous dites, Nadir, c'est le besoin. Il faut écouter le besoin. Et le besoin, du coup, c'est peut-être de se positionner, de comprendre les pains de cette génération Z. Et aujourd'hui, nous, ça marche pour nous parce qu'on s'est mis à leur place. On ne propose pas forcément le plus gros salaire, mais aujourd'hui, notre turnover, il est quasiment zéro. Bravo, bravo. Maintenir une économie, bravo, oui, c'est un tour de force. Maintenir une économie vivante sur le territoire, c'est aussi disposer de professionnels qui accompagnent les individus, les organisations dans leur démarche quotidienne. Les professions libérales, elles sont là pour ça. Vincent Durand, merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur associé du cabinet Active Avocat à Lyon. Alors, votre métier, c'est une mission réglementée. Les nouvelles recrues, les nouveaux avocats, c'est facile aujourd'hui de les recruter, de les garder. Est-ce qu'il y a une crise de la vocation dans votre métier? Bonsoir. Non, je ne pense pas qu'il y ait une crise de la vocation. En revanche, c'est très compliqué de garder des avocats, de les recruter. Et j'ai vu ce soir qu'il y a pas mal de confrères. On a le même combat qu'on dirige tous les jours. Et puis on s'affronte ensemble en disant il faut cette pépite, comment je vais l'attirer? Donc je partage entièrement votre analyse, à savoir que les gens aujourd'hui ils ont besoin d'un sens. Et c'est étonnant parce qu'en fait, ce n'est pas le package que vous allez leur offrir au départ qui va les intéresser. Ils vont dire je veux du sens, je veux pouvoir organiser ma vie privée. Et après, il y a le travail. Mais nous, ce n'était pas comme ça qu'on a été conçus. Donc notre mindset, il faut le refaire, nous. On change les priorités des valeurs. Et on a du mal à le faire. Mais bon, quand tout le monde passe devant et personne ne s'arrête, au bout d'un moment, on est obligé de changer. Donc il y a le fait de recruter. Là, effectivement, le salaire ne rentre pas en considération. Mais en revanche, quand vous voulez garder quelqu'un, là, la personne, elle vient pour l'argent. Et elle vous dit, attendez, moi, j'ai eu mon confort, j'ai fait mes preuves, je suis installé. Mais maintenant, il va falloir me payer un peu plus.
Donc ça demande plus de souplesse, hein, c'est ça qu'on comprend de votre côté, en tout cas. Oui, plus de souplesse, d'autant plus que nous, le métier d'avocat, c'est un métier libéral. Donc vous essayez de dompter à quelqu'un qui, viscéralement, est libéral. Donc le faire entrer dans les cases, lui imposer des horaires, lui imposer des techniques, c'est pas simple. Ouais. Pas simple. Nos jeunes doivent pouvoir se former, travailler, vivre ici. C'est l'un des vœux qui a été formulé ce soir, que vous avez entendu. Vivre ici, ça veut notamment dire vivre dans des villes, dans des bourgs, dans des centres-villes attirants, accueillants, vivants. On le sait, les commerces sont indispensables à la vitalité des centres-villes, des centres-bourgs. Pauline Marillet, même si pour des commerces de bouche comme le vôtre, la menace elle est moins grande que pour d'autres secteurs d'activité. Vous constatez, vous, à Lyon, un essoufflement du commerce de quartier ? Tout à fait. En 4 ans d'existence, on a clairement vu les quartiers changer. J'ai des exemples très concrets, notamment sur un de nos points de vente dans le 6e arrondissement, qui est à Foch, où en l'espace de 1 an, il y a eu fermeture après fermeture sur différents commerces de la rue. En un été, c'était 4 liquidations. 4 liquidations ? Oui. Donc 4 pas de porte qui se vident. On part 1 mois en vacances au mois d'août, on revient, 4 locaux fermés, le boulanger, le fromager, le traiteur et des magasins de décoration, vêtements qui, eux, sont particulièrement touchés par le e-commerce et plein d'autres choses. Donc c'est vrai que nous, on se retrouve dans cette dynamique-là qui n'est pas simple à gérer. Un client qui venait chercher son pain, il ne vient plus chez le pâtissier. Donc c'est vrai que c'est pas simple aujourd'hui, cette vacance commerciale qui est triste dans Lyon a forcément un impact sur nous, même si c'est vrai que sur l'alimentaire, on est un petit peu moins impacté par le e-commerce. Mais du coup, en tant que commerçant, il faut rebondir, quoi. Donc c'est ça, vous nous dites des locaux vides, c'est un quartier qui est en désaffection finalement. C'est la vie du quartier, la c'est un quartier qui est en transition, je dirais, parce que c'est quand même un quartier où il y a du pouvoir d'achat, il y a des belles boutiques, mais c'est des commerçants qui n'ont pas su faire face à toutes les difficultés de ces dernières années et qui ont fini par devoir arrêter leurs activités. Donc je trouve ça hyper triste d'en arriver là, alors qu'il y a plein de savoir-faire, il y a plein de belles activités. Les 3 enjeux majeurs qui sont soulevés pour la crise du commerce de proximité: baisse du pouvoir d'achat des consommateurs, accessibilité, donc les stationnements, les charges, les loyers et les ressources humaines qu'on a évoquées. Vivre ici, c'est aussi du lien social, une vie associative, des projets d'insertion. Nadir Taïak, vous vivez l'entrepreneuriat comme une mission notamment sociale. Je pense aux agriculteurs afghans que vous accompagnez, l'éducation des femmes que vous soutenez. Vous voulez redonner à la communauté. C'est parce que vous avez le sentiment que la communauté ici, lyonnaise, vous a donné votre chance, que vous vous sentez redevable de votre succès ? Je pense que oui, je me sens redevable, non pas par culpabilité, mais par gratitude. Effectivement, on est parti de rien avec mes associés et aujourd'hui j'ai l'occasion par exemple de m'exprimer ici. C'est qu'on a pu me donner aussi ma chance à un moment donné, mais je ne l'ai pas attendu. On a la chance de vivre avec une mission qui est assez forte, qui dépasse et qui transcende en réalité notre business chez Naali, qui est l'accès à l'éducation des femmes afghanes. Et donc, elles vivent des périodes extrêmement difficiles et on a la chance de pouvoir contribuer à l'amélioration de leur quotidien. Et c'est ce qui, finalement, aujourd'hui, cette mission-là qui est assez forte pour nous, c'est ce qui se ressent. Et c'est ce qui se voit à travers nos talents qu'on arrive à garder, mais aussi les partenaires, que ce soit toutes les collectivités aussi qui nous ont accompagnés depuis le démarrage. Cette mission et ce sens-là, aujourd'hui, clairement, en fait, c'est brique après brique et pierre après pierre, on arrive à construire quelque chose de grand et la mission est importante, effectivement. Gratitude, c'est le mot que vous dites. Alors, vous exprimez une vraie reconnaissance d'ailleurs pour l'écosystème entrepreneurial lyonnais. Vous dites partir de rien, je vous cite, c'est possible à Lyon. Les grands patrons lyonnais vous ont ouvert leurs portes. Ça veut dire que les portes, elles continuent à s'ouvrir ici pour les jeunes, et notamment les jeunes qui osent. C'est ça le message? C'est ça le mot d'ordre? Je pense. J'aimerais peut-être faire un step back et raconter l'histoire de Naali. Alors très court, très court. Très court. Naali, on a commencé en 2019. On a rentré dans un incubateur de la métropole de Lyon. Par la suite, on a été intégré dans l'incubateur de Sport dans la Ville, une association qui n'est plus à présenter. On a semé la première graine. Puis ensuite, on a pu accélérer à l'EM Lyon. Puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a pu rencontrer notamment Jean-Michel Aulas qui a cru en nous et qui nous a accompagnés jusqu'au plateau télé de M6. Donc, je le remercie pour ça. Et en fait, quand je dis tout ça, ce parcours en très peu de mots, on réalise quoi? On réalise que en fait, c'est possible. C'est qu'on est arrivé à fédérer autour d'associations. Des universités nous ont suivis. Le patronat avec la CPME, aujourd'hui je suis invité par la CPME. L'écosystème vous a finalement... Et aussi un des grands dirigeants du territoire. Donc en fait, ce qui nous a
permis d'arriver là, c'est le lien de l'écosystème lyonnais. Et moi, je pense que la solution, en réalité, aujourd'hui, elle est là, elle est déjà présente ce soir. C'est le lien qu'on peut créer inter-territoire, inter-économie. Il y a une fracture qui est assez importante. Et je pense que la solution, elle est dans le lien. Et nous, chez Neali, on se dit une chose. On dit à l'heure où finalement on pointe du doigt nos différences, chez Neali, on a su relier ces différences les unes aux autres. Et ça a créé une force, mais quelle force aujourd'hui? Et en corollaire avec ce qu'on vit sur le territoire, vous n'êtes pas le seul à en témoigner, c'est ce qu'on entend de beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. L'état d'esprit et la capacité à jouer collectif. Si l'on veut maintenir une économie vivante, il faut protéger les conditions d'exercice de nos artisans, de nos professions libérales. C'est l'un des vœux qui a été entendu ce soir. La protection, très rapidement, elle passe par quoi prioritairement, Vincent Durand, pour les professions libérales comme la vôtre? Le respect des normes par tous les agents économiques, c'est-à-dire que l'avocat, il a un diplôme, un titre, le médecin, il a fait ses études, il a un diplôme. Donc ces diplômes sanctionnent un parcours universitaire qui valide des acquis. Et donc ces personnes, après avec leur expérience, sont en capacité de donner des conseils ou de soigner, etc. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'intelligence artificielle prend le dessus et tout le monde s'improvise avocat, tout le monde s'improvise médecin, tout le monde s'improvise ChatGPT, il est meilleur que vous en conseil. Hein, et c'est extrêmement compliqué pour nous. Ça veut dire que pour garder notre longueur d'avance, c'est pas se dire, écoutez, on a la loi qui nous protège et allez vous faire voir. Non, il faut qu'on soit proactif et qu'on se forme. Et plus on sera meilleur dans l'exercice de notre métier, et plus on sera respecté, et plus on sera en avance sur l'IA. Donc rapprochement, c'est ça que vous dites. C'est ça le moteur finalement pour vous. Oui, rapprochement et solidarité aussi dans les ordres. Parce que ce qui reste quand même un élément fort pour les professions libérales, c'est quand même la crédibilité de votre profession. On rappelle, mission réglementée. C'est quoi? C'est le lien de confiance d'être capable d'établir qu'il faut protéger avant tout? Le lien de confiance, il vient par le titre qu'on a et après les conseils qu'on donne. Parce que si on donne des conseils qui sont boiteux, vous imaginez que ça va vite se savoir. Donc il y a ce lien de confiance et aussi c'est cette formation, et j'insiste là-dessus. J'étais pas si conscient de ça quand j'étais beaucoup plus jeune, ou moins vieux, c'est que cette formation elle est indispensable parce que la loi évolue tellement. Les législateurs, ils sont, je sais pas, dans une phobie de créer des lois tous les jours. Et nous, un avocat qui dit ça. Les maillons de la chaîne, c'est les avocats et les juges. Donc nous, on doit les interpréter, les juges doivent les appliquer. Mais ça devient extrêmement compliqué. Ouais, le lien de confiance, la confiance, retrouver la confiance, redonner confiance aux acteurs de proximité pour aider les commerces de proximité. Il y a un plan d'action commerce qui voit le jour cette année dans notre département et celui de la Loire à l'initiative des organisations patronales et des chambres consulaires. Pauline Mareillet, ce plan Action Commerce Proximité, c'est son nom. Il appelle notamment à des initiatives de communication plus importantes de la part des commerçants. Vous avez le temps, vous, comme commerçants, artisans, de communiquer? Si oui, c'est quoi vos outils? C'est vrai qu'avec toutes les difficultés dont on parlait, il faut se réinventer, il faut se retrousser les manches. Et donc, on a forcément communiqué, bien évidemment, après le virage du digital, des réseaux sociaux, mais c'est peut-être facile pour nous, parce on reste une jeune génération. Je pense qu'il y a pas mal d'artisans qui n'ont pas pris ce virage-là et qui en ont un peu pâti les difficultés. Mais quand on parle communication, c'est pas juste être sur Internet, sur les réseaux, c'est aussi développer de nouveaux business. Nous, on a par exemple développé énormément nos activités B2B, parce qu'en tant qu'artisan, on n'est pas obligé d'avoir que son activité sur son commerce de quartier. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Et j'appelle du coup tous les dirigeants ce soir, quand vous faites des événements en interne dans vos entreprises, pensez aux petits artisans pour faire vos événements. C'est aussi une façon de redynamiser nos quartiers. Et après, sur la communication, moi, je pense beaucoup à l'aspect aussi de s'entourer. Parce qu'aujourd'hui, quand on est commerçant... Les médias, les influenceurs, c'est ça, mais aussi plateformes. S'entourer des institutions, des infrastructures d'accompagnement. Ce que disait Nadia. Les artisans, on a la tête tout le temps dans le guidon, on n'a souvent pas forcément la prise de hauteur. Nous, on a cette chance avec mon frère d'être très complémentaires, mais c'est vrai que l'artisan, généralement, il a son savoir-faire, son métier, il n'a pas forcément le pilotage de l'entreprise, et en temps de difficulté, c'est dur, quoi. C'est dur. On rappelle, le commerce de proximité, c'est 42 500 enseignes, 135 000 emplois directs dans le Rhône et la Loire. Alors, les solutions de ce plan, très rapidement, outre les actions promotionnelles, de communication dont on vient de parler, c'est d'agir sur les livraisons. C'est une plaie, les livraisons en ce moment. Renégocier les loyers, aider à l'apprentissage, on l'a évoqué, et offrir des solutions de partage des locaux quand justement ils deviennent vacants. C'est une des solutions. Et enfin, optimiser, c'est le nerf, là aussi, de l'activité, les solutions de stationnement. On arrive au terme de cette première partie d'émission. Maglone, on a peut-être des questions, des commentaires dans le public? Oui, effectivement, on a un premier commentaire qui nous dit que finalement, on a le sentiment que l'économie de proximité,
tient beaucoup à l'engagement personnel des dirigeants et c'est exactement ce que vous avez tous dit. Et puis après, on a une question notamment sur l'apprentissage. C'est vrai que les aides à l'apprentissage sont beaucoup remises en question aujourd'hui. Donc la question est de savoir comment inciter aujourd'hui les politiques à aider les jeunes et notamment les artisans et les commerçants et tous les chefs d'entreprise à avoir recours à ce dispositif. Qui veut répondre très rapidement? Pauline, comment on peut vous aider? Comment les décideurs peuvent vous aider? J'ai juste envie de dire de continuer d'avoir ces aides financières parce que, comme on disait, c'est un engagement qui est hyper important pour le commerçant. Donc il faut qu'il y ait quand même une compensation là-dessus. Et la transmission dans l'apprentissage, c'est la seule façon de perdurer un savoir-faire et nos beaux métiers. Donc s'il n'y a plus d'apprentissage, pour moi, il n'y a plus d'artisanat. Donc... Eh oui, c'est la clé. On va vous remercier. Pauline Marillier, Nadir Taillac, Vincent Durand. Merci à vous. Et on passe à notre deuxième partie consacrée à l'environnement économique. L'économie qu'il faut remettre au centre des préoccupations des décideurs publics avec un soutien en particulier des politiques locales aux PME, au tissu industriel, à la construction. Ce sont les vœux entendus ce soir. On décortique tout ceci en détail. C'est la deuxième partie. Deuxième partie d'émission consacrée à l'environnement économique en ce début d'année 2026 et regardons en particulier ce qui se passe dans notre département du Rhône qui reste le moteur économique de la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle-même première région industrielle de France. Eh bien, l'activité des acteurs économiques de notre territoire, disons-le, perd des plumes. Rien que dans notre département du Rhône, près de 40% des entreprises sondées par le MEDEF font le constat d'une dégradation de la situation économique dans leur secteur d'activité. Et selon le dernier rapport Allianz Trade dévoilé la semaine dernière, l'augmentation cumulée sur les 2 dernières années des défaillances d'entreprises dans le Rhône a augmenté de près de 30%. Les politiques locales, comment peuvent-elles renverser la tendance, aider nos entreprises à traverser ces moments difficiles ou trouver les ressources finalement et les leviers de compétitivité? Nos 3 nouveaux invités, vous allez le voir, ont des choses à nous dire à ce sujet, des propositions à faire valoir. On passe des vœux aux actes avec 3 entrepreneurs, Jean Berg, Oriane Viguier et Guillaume Sarrazin. On les applaudit s'il vous plaît. Merci d'être avec nous pour cette deuxième partie d'émission consacrée donc à l'environnement économique actuel, contexte difficile, préoccupant, on le sait tous. Vous êtes chacun d'entre vous au front sur le terrain économique, un terrain économique dégradé, mais vous êtes aussi en mode solution. Je vais commencer avec vous, Oriane Viguier. Vous êtes à la tête de l'entreprise en travaux publics Le Gros TP, située à Rieux-la-Pape, une entreprise qui emploie une 50aine de salariés. Vous êtes, comme toute entreprise de travaux publics, affectée par la crise actuelle du logement. Vous venez tout juste de publier avec d'autres représentants du logement et de la construction du Rhône un livre blanc détaillant 13 propositions concrètes pour faire face à cette crise. Alors il y a un adage qui dit quand le bâtiment va, tout va. Le bâtiment, c'est le baromètre de la santé économique et sociale. Le logement, la construction sont au cœur de toutes les attentions actuelles. Pour relancer, il faut agir en priorité. Sur quel levier, Oriane ? Bonsoir. Bonsoir. Effectivement, donc le bâtiment, juste pour faire un petit résumé, ça représente 10% de l'économie dans le Rhône. Donc c'est important de le dire. Et effectivement, vous connaissez tous quelqu'un qui a du mal à se loger actuellement, que ce soit dans vos salariés, votre famille, dans les collectivités. Et c'est là qu'on voit que ça pose problème, même individuellement. Mis à part ça, on sait aussi que quand on construit le secteur du bâtiment, c'est effectivement les entreprises qui construisent, c'est également les fournisseurs de matériaux, les fournisseurs de matériel, mais ce qu'on n'imagine pas, c'est que c'est également les déménageurs, c'est également les cuisinistes, c'est les entreprises de nettoyage, comme mon collègue, et en fait, ça vraiment impulse sur beaucoup de secteurs d'activité, et c'est pour ça qu'on dit, quand le bâtiment va, tout va. Et je souhaitais aussi le dire, donc c'est un peu un propos introductif, dire également que notre métier, il permet de rentrer des sous aux collectivités. J'aime bien le rappeler aussi.
Effectivement, donc quand on construit un bâtiment, vous avez des droits de voirie, donc c'est quelque chose qui rentre directement dans les poches de la collectivité et ça fonctionne. Et également ce qu'on appelle les DMTO, donc les droits de mutation. Donc plus vous avez de logements qui sont construits et plus il y a un parcours résidentiel qui se fait, des achats. Et à ce moment-là, vous rentrez aussi dans la collectivité une certaine fiscalité. Donc déjà, si on réamorce tout ça, c'est une première solution. Si on construit des logements, si on avance sur ces sujets-là, déjà, on va pouvoir débloquer pas mal de choses. Vous, l'objectif que vous vous donnez dans ce livre blanc, c'est de construire 8000 logements supplémentaires sur le territoire par an. Justement, à travers les solutions que vous venez d'évoquer, il y a aussi d'autres priorités pour vous absolues. Je cite le livre, sécuriser les délais de paiement, notamment en lissant la commande publique, on va y venir, stabiliser le cadre réglementaire, ça paraît évident de le dire et on l'a déjà entendu depuis le début, et relancer la production de logements, c'est ce que vous venez d'évoquer. C'est ça les priorités. Oui, tout à fait. Alors, c'est la simplification des PLU, par exemple, qui nous permettrait aujourd'hui d'avoir des logements qui se construisent plus facilement, des programmations qui soient plus conséquentes, avec effectivement la part sociale qui est nécessaire pour nos salariés, pour tout le monde, et la part privée aussi nécessaire. Aujourd'hui, c'est un peu... Voilà, on peut être aidé avec ça. C'est aussi arrêter de peut-être démultiplier des chartes dans chaque ville qui compliquent en fait cette construction et aujourd'hui qui sont coûteuses, comme aussi des intervenants qui se démultiplient sur nos opérations et qui à la fin font que la note est... Voilà, on n'arrive pas à avoir l'équation et on n'arrive pas à sortir les opérations. Nous sommes conscients que, je dis nous, parce que je parle au nom du BTP, nous sommes conscients qu'on n'est pas aidé au niveau national, mais localement, il y a quand même à faire. Le Premier ministre Sébastien Lecornu vient d'annoncer un nouveau plan logement pour sortir de la crise avec l'objectif de construire 2 millions de logements d'ici à 2030, soit 400 000 logements par an. Ça va dans le bon sens? Ça répond à vos demandes finalement? Ça peut que aller dans le bon sens parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose et on a plutôt enlevé beaucoup de choses au bâtiment pendant ce dernier mandat présidentiel. Donc effectivement, nous, on attend et on attend de voir si ce sera actif et effectif. Ça, c'est donc au niveau de l'État. Si on comprend bien, les élus locaux, ils peuvent agir à leur niveau à travers notamment donc la commande publique. Et cette commande publique, elle est importante en lissant la commande publique. Pourquoi? Pour sécuriser les délais de paiement, c'est ça l'idée? Oui, alors... Le lissage de la commande publique, il est d'abord pour maintenir en fait une activité dans nos entreprises. Quand on parle de lissage de la commande publique, c'est deux aspects fondamentaux, c'est-à-dire ne pas travailler, je parle des travaux publics pour ma part, ne pas travailler que en période de vacances scolaires. C'est bien de pouvoir travailler toute l'année. Et aussi ne pas travailler que 3 années, d'attendre le début de mandat, d'avoir une pause, d'avoir un pic d'activité et ensuite que ça retombe. Pour nous, c'est très important de lisser. C'est comme ça qu'on maintient les emplois, c'est comme ça qu'on maintient finalement nos entreprises. C'est pas qu'un problème de trésorerie, c'est ça qu'on va dire. C'est pas qu'un problème de trésorerie. Effectivement, si à côté de ça, en plus, on est payé dans les temps, tout devrait bien se passer. Oui, voilà. Je me tourne vers vous. On peut l'applaudir, oui. En mode solution, vous l'avez dit. Je me tourne vers vous, Jean Berg. Vous êtes à la tête donc de Célestin Nettoyage. Oriane en faisait référence. Vous êtes donc une entreprise, une PME de 60 salariés basée à Villeurbanne. Vous présidez également le pôle jeune de la CPME du Rhône. On a évoqué à l'instant avec Oriane Viguier ce levier, cet outil de la puissance publique locale qu'est la commande publique. Aujourd'hui, cette commande publique, elle continue à jouer un rôle de moteur économique pour une entreprise comme la vôtre ? Oui, effectivement. Alors bonsoir à toutes et tous. Effectivement, la commande publique, c'est un levier qui est essentiel, que ce soit pour le développement économique et de l'emploi au niveau territorial. Mais pour que ça marche, il faut que les entreprises locales puissent répondre. Et ça, c'est vraiment un des sujets qu'on a actuellement. C'est pas le cas actuellement ? C'est pas le cas ? Alors, si, c'est le cas, mais pas systématiquement. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des fois des allotissements, c'est-à-dire des divisions de marché qui se retrouvent plus importante qu'avant. Alors je comprends d'un point de vue gestion, c'est plus facile parce qu'il y a moins de lots, mais d'un autre côté, ça exclut énormément d'entreprises locales, petites ou moyennes, qui du coup ne peuvent plus répondre. Donc là-dessus, il y a un vrai sujet sur cette partie allotissement.
Donc ce que vous dites, c'est plus les lots sont gros, plus les entreprises finalement de taille... Les entreprises de taille petite intermédiaire ne peuvent plus être en mesure de répondre. Okay. Exactement. Et un deuxième sujet, mais qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure justement, effectivement sur les délais de paiement, aujourd'hui il y a énormément d'entreprises qui se retrouvent en difficulté de trésorerie. Certaines même ferment pour des histoires de trésorerie. Donc ces délais de paiement, c'est un facteur qui est clé dans le maintien de l'économie, notamment sur des structures petites à moyennes, qui n'ont pas forcément les reins pour pouvoir supporter des investissements importants, notamment au début de marché. Et donc il y a peut-être un travail sur comment bien communiquer, notamment sur la partie facturation, pour permettre un passage fluide des factures et arrêter des fois des échanges qui peuvent être liés juste sur des petits soucis administratifs, le numéro de commande, etc. etc. Qui vous font perdre un temps. Voilà, qui peuvent faire perdre des temps. On peut vite atteindre des 2-3 semaines juste pour un échange d'email, avoir un numéro et autres. Il faut resoumettre la facture, on reprend des délais de paiement. Donc tout ça, ça met en danger les entreprises. Il y a une vraie mise en danger des entreprises. Et après, il y a un troisième point, c'est plutôt sur la partie... Oui, c'est timide. Il y en a, à mon avis, qui vivent les mêmes choses que vous, c'est évident. Et le troisième point que je voulais aborder rapidement, c'est sur la partie phasage de marché, où effectivement, en fonction de comment est découpé le marché, il peut y avoir des investissements importants pour les entreprises au début du marché, mais des factures qui ne sont pas forcément équivalentes, qui ne couvrent pas forcément tous les investissements qu'on met en place pour lancer un marché. Et donc, il y a peut-être un travail à faire sur ce phasage de marché, ce phasage de facturation, pour nous permettre de facturer peut-être un peu plus au début, où les investissements sont le plus importants, pour essayer d'avoir une respiration au niveau trésorerie. Donc des phases d'appel d'offres qui doivent être plus en cohérence avec les phases d'investissement pour les mises en marché, exactement. C'est ça? Ok, intéressant. Guillaume Sarrazin, vous êtes un industriel à la tête de l'entreprise Adhesia, qui est située à Arnas, dans le Beaujolais. C'est une entreprise spécialisée dans les adhésifs techniques depuis 50 ans. Alors, c'est contrasté en ce moment pour les industries. Il y a des secteurs qui s'en sortent bien, il y en a qui souffrent. Pour vous, aujourd'hui, on peut dire que ça ne va pas trop mal en termes de demande, mais votre croissance, elle vous pose problème. Parce que quand vous grandissez, en volume, en charge, vous dépassez des seuils réglementaires, le fameux classement ICPE. On ne va pas rentrer dans le détail, pas ce soir, mais il faut savoir que ce dépassement, c'est devenu un véritable casse-tête, voire même un vrai cauchemar pour vous. Expliquez-nous ça, s'il vous plaît. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'avoir convié. Oui, c'est un vrai casse-tête, d'autant plus qu'en 2022, nous avons eu un incendie qui a détruit un de nos 3 ateliers, donc qui a réduit d'1 tiers notre capacité de production. Je dois dire qu'il faut de la réglementation. C'est important la réglementation parce que ça permet de cadrer et d'éviter de faire n'importe quoi. Je dois dire une deuxième chose, c'est que toutes les personnes qui ont été très présentes à notre écoute, très réactives, y compris les personnes de l'Adréal, pour ne pas les citer, et sans compter l'appui de tous les élus, qui ont été très réactifs et très attentifs à notre démarrage. C'est d'abord ce que je voulais dire en préambule. Mais néanmoins, la règle reste la règle, et personne n'y déroge. Et aujourd'hui, la problématique de ne pas déroger, c'est que pour reconstruire, par exemple, le bâtiment que j'avais dans lequel nous avions de la production, nous ne pouvons pas reconstruire le même bâtiment puisque la réglementation s'applique. Donc on a dû refaire 3 fois le projet. Le bâtiment n'est toujours pas reconstruit. Il se trouve que par hasard... Est-ce que vous aviez aussi évolué en termes de classification sur les seuils, On a évolué en termes de classification. Alors vous ne voulez pas qu'on rentre dans le détail, mais c'est important quand même de dire qu'il y a un certain nombre de rubriques. Je vais juste citer la rubrique 15-10. La rubrique 15-10, que certaines personnes connaissent. C'est lorsque sur un site de production, vous avez un bâtiment dans lequel vous stockez plus de 500 tonnes de matière. Et évidemment, quand on se développe, ce seuil peut être rapidement atteint. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, tous mes nouveaux bâtiments que je construis ou que j'acquiers, ce qui a été le cas récemment également, puisque j'ai acquis le bâtiment de mon voisin, et dans lesquels finalement je ne peux pas exploiter ni stocker, puisque je ne suis pas conforme à la réglementation 1510, puisque cette réglementation de plus de 500 tonnes s'applique à tous les bâtiments. Je venais d'acheter un bâtiment, parce qu'on était en croissance, je venais d'acheter un bâtiment qui était le bâtiment voisin. C'est important, je rentre dans le détail, parce qu'on comprenne bien la problématique. Bah oui. Dans ce bâtiment-là, je ne peux pas faire de l'enduction de colle, parce que je ne suis pas que soumis à la réglementation 1510, mais également à la 2940, les rubriques 2940. Je vois qu'il y en a qui sourient dans la salle. C'est important parce que ce nouveau bâtiment, quand j'ai voulu le rentrer dans mon périmètre d'exploitation, j'ai dû regarder s'il était conforme, ne serait-ce qu'à la 1510, pour pouvoir y stocker à partir de 1 tonne. Puisque pour l'instant, je ne peux faire que
de la transformation de matière et n'avoir en stockage que l'encours de production. C'est-à-dire que je ne peux pas stocker, mais ne serait-ce qu'une tonne. Pourquoi? Parce que j'ai un autre bâtiment dans lequel j'ai dépassé les 500 tonnes et que la 1510 s'applique à l'intégralité des bâtiments du site. C'est important, c'est grave. Alors, là, on comprend bien votre enjeu et kafkaïen. Donc on vit avec ça. Hein. Et on ne peut pas vivre avec ça, vous avez besoin d'évoluer. Si, on y arrive, on y arrive. Alors comment vous y arrivez? Alors on y arrive parce qu'un entrepreneur, il trouve toujours des solutions. C'est sûr. Et voilà, enfin, mais je pourrais citer d'autres exemples. Simplement pour dire que ce bâtiment, aujourd'hui, je l'ai acheté, j'étais tout content de l'avoir. Je me dis, tiens, l'eau a brûlé, je vais pouvoir recevoir des machines que j'avais commandées qui étaient arrivées en retard. Je les ai posées dedans, mais je n'ai pas pu les exploiter pendant 1 an parce qu'il a fallu que j'attende d'avoir des autorisations que je n'ai pas eues. Je reviens sur la 1510 dans ce bâtiment. C'est important, il y a 576 lignes de réglementation dans cette rubrique. Donc vous êtes conforme je suis donc passé par un cabinet. Vous êtes conforme sur toutes les lignes, quasiment? Quasi, à 40 près, mais il suffit d'une si on n'est pas conforme. Il en suffit d'une pour que, à juste titre, avec toute la bienveillance, effectivement, on n'ait pas le droit de pouvoir exercer notre activité pleinement. Donc dans ce bâtiment, que j'exploite quand même depuis 1 an et demi, je transforme, mais je ne stocke pas et je ne peux pas enduire de colle, ce qui est quand même mon métier de base. Mais ça veut dire que des entreprises comme la vôtre, des industries comme la vôtre, si elles sont soumises à cette contrainte justement de limite de stockage, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Elles délocalisent une partie de l'activité? C'est quoi la solution? Moi, je n'ai pas du tout envie de délocaliser. J'ai imaginé déménager. Ça va être court, hein, mais je vais essayer de faire... Non, mais il faut qu'on comprenne. J'ai essayé de déménager. J'ai déménagé à 1 kilomètre. Il y a une nouvelle zone industrielle qui est en train de se construire à Arnas. Mais aujourd'hui, même les élus ont une contrainte réglementaire qui fait que ça fait 15 ans que ce projet, 15 ans, que ce projet est en cours. Et à cause du réglementaire, vraisemblablement, il rencontre les mêmes problèmes à pouvoir démarrer cette nouvelle zone industrielle. Donc on est dans des zones industrielles. La zone industrielle dans laquelle je suis, c'est une zone industrielle qui a 25 ans. Ce n'est pas une zone industrielle qui a 100 ans ou 50 ans. Elle a 25 ans, aménagée par la CCI. On s'était installé ici. Aujourd'hui, j'ai d'autres entreprises industrielles à côté qui rencontrent la même problématique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne pouvez pas rendre votre bâtiment conforme parce qu'il est existant et que vous dépassez un seuil, vous ne pouvez pas être en conformité, sauf à le détruire et reconstruire et remettre les machines dedans. Et ce, en livrant les clients. Guillaume Sarrazin, ça, c'est des réglementations qui viennent, on va dire, d'en haut, nationales, européennes. Au niveau européen. Comment le décideur local peut vous aider en ce sens, peut vous accompagner dans ce parcours kafkaïen? Je ne sais pas, je ne suis pas un grand expert, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a... je prends toujours l'exemple du PLU. Voilà. Le PLU à Paris, ce n'est pas le même PLU que Arnas. Je suis dans une zone industrielle dans laquelle, logiquement, on devrait pouvoir faire de l'industrie. Aujourd'hui, quand on développe nos entreprises, à un moment, on est obligé de déménager parce qu'on n'est plus conforme à la réglementation dans une zone industrielle construite il y a 20 ans. Alors on peut s'adapter, on peut casser des bâtiments, reconstruire, mais quelle énergie dépenser? Mais est-ce qu'on devrait, j'essaie de suivre votre raisonnement, est-ce qu'on devrait accorder plus de pouvoirs dérogatoires, notamment, je ne sais pas, au préfet, à des élus, moi, pour pouvoir intervenir? Je considère qu'aujourd'hui, ils ont tous été présents, et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont là ce soir, ils ont tous été présents à nos côtés pour nous aider à redémarrer, que ce soit la mairie, la communauté de communes, la région, le département. Je considère, d'après ce que j'ai compris, je ne suis pas un expert de la politique, mais que la compétence économique est à la fois au niveau de l'agglomération et de la région. Et je pense qu'il pourrait y avoir une forme de pouvoir dérogatoire, je sais pas comment on dit, dérogatoire, qui pourrait être donné à ces instances, parce que c'est des gens qui nous connaissent très bien, ils savent qu'on ne fait pas n'importe quoi, et quand on tombe dans ce que certains m'ont dit, dans l'absurdie, on se retrouve dans des situations où, à mon avis, ils sont suffisamment compétents pour pouvoir travailler intelligemment avec nous. Plus de pouvoir réglementaire aux élus, c'est ce qu'on a retenu. En tout cas, c'est notre souhait. Ouais. Jean, vous vivez des situations comme celle que vit Guillaume. Alors, on n'est pas obligé de rentrer dans tous les détails non plus, mais vous vivez ça aussi, vous, des problématiques aussi kafkaïennes? Tout à fait sincère, non. Il y a des gens heureux dans ce pays. Vous avez de la chance. Non, pas sur les aspects réglementaires. Je ne parlerai pas de l'aspect recrutement. Mais on est d'accord qu'on n'est pas contre la réglementation, on n'est pas contre la norme, c'est ce que vous disiez très justement, Guillaume. C'est peut-être dans l'application, vous avez, vous aussi, éventuellement, sur l'application de certaines normes, règlements
des situations un petit peu difficiles. Vous l'évoquiez un peu tout à l'heure avec les appels d'offres. Alors, c'est vraiment pas sur la partie opérationnelle, c'est plutôt sur la partie, effectivement, si on revient sur la partie appel d'offres, où les dossiers qu'on demande et certaines exigences d'un point de vue, par exemple, environnemental ou sociétales qui peuvent être extrêmement difficiles à répondre. J'ai des exemples sur des exigences qu'on peut avoir sur l'emploi de personnes en situation particulière, où dans certains marchés, on nous demande d'avoir obligatoirement des profils qui répondent à, par exemple, des zones d'emploi prioritaires et autres, qui ne correspondent pas forcément au personnel qu'on peut avoir nous, parce qu'on n'a pas une masse salariale qui est extrêmement non plus flexible. Hein. On a, entre guillemets, les salariés qui sont déjà présents chez nous. Et on peut se retrouver bloqué sur des sujets comme ça, qui peuvent être très gênants. Vous évoquiez, Guillaume, le fait de ramener justement un peu plus de pouvoir réglementaire, peut-être auprès notamment des collectivités territoriales locales. On entend bien que c'est un enjeu d'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, c'est aussi, et je terminerai là-dessus, prendre soin du patrimoine bâti, l'entretenir. Est-ce qu'on en fait assez, Oriane Viguier, en ce sens, et se préoccuper de l'entretien de ce patrimoine bâti? Concrètement, ça veut dire quoi? Ça engage comment nos élus locaux? Juste d'abord, je voulais dire quand même qu'on avait un bon exemple de PLU qui pose problème et qu'il faudrait simplifier. Là, c'est sûr. Déjà, là, on a l'exemple typique. Donc voilà, on peut se retrouver dans ces situations-là. Si on en revient effectivement au patrimoine bâti, je pense que pour tous les élus et ceux à venir ou ceux actuels, je pense qu'il est important de faire un diagnostic de son patrimoine local. Donc quand je parle de patrimoine, il y a le patrimoine visible, effectivement, avec les ouvrages d'art, les routes, les bâtiments des collectivités, voir où on en est, effectivement, voir l'état. Et également le patrimoine invisible, c'est-à-dire les réseaux souterrains, donc l'assainissement, l'adduction d'eau. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'après, si on n'entretient pas au fur et à mesure, on se retrouve souvent avec des conséquences qui peuvent être assez dramatiques ou problématiques. Si on prend l'exemple d'un ouvrage d'art qui n'est plus apte à accueillir tous les véhicules, ou alors une fuite d'eau souterraine qu'on n'a pas vue, qui continue et qui d'un coup un dimanche fait un cratère énorme au milieu d'une route. Donc ça, c'est quand même des défauts d'entretien. Donc moi, j'encourage vraiment, et pour répondre également au lissage de la commande publique, à ce que toutes les collectivités soient très attentives à leur patrimoine, car je pense que la facture est quand même beaucoup plus importante quand on n'entretient pas au fur et à mesure et qu'on laisse un peu tomber ce patrimoine. Donc je trouve que c'est important, je pense que c'est important de faire ce diagnostic et comme ça, vous donnez en plus du travail aux entreprises de toute taille, parce que quand on intervient sur un ouvrage d'art, c'est plutôt en général des grosses entreprises. Sur le quotidien, les réseaux, etc., comme moi, c'est plus petit. Et je rappelle, c'est très local, c'est du travail local, donc voilà, il faut vraiment le faire. Le message va être entendu. Jean Berg, un dernier mot, parce que vous présidez le pôle jeune de la CPME. Un mot sur la jeunesse, sur sa volonté d'entreprendre. Pour terminer, malgré le contexte difficile qu'on a évoqué, la création d'entreprises, elle ne s'est jamais aussi bien portée dans notre pays, notamment chez les jeunes. L'âge moyen des entrepreneurs en France aujourd'hui, c'est 35 ans. Et 40% des créateurs d'entreprises, ils ont moins de 30 ans. C'est encourageant ou c'est une situation qui est un peu en trompe-l'œil pour vous? Alors c'est un sujet qui est extrêmement intéressant parce qu'effectivement on voit que la génération, on parlait des générations Z tout à l'heure, qui a été très bien expliqué. Avec Nabil. Ouais, exactement. Et il y a un vrai sujet sur la mentalité des jeunes qui sont là. Alors quand on parle du pôle jeune, c'est pas que jeune par âge, c'est aussi jeune dans l'entrepreneuriat, parce que ça s'apprend. Hein, on n'est pas le démarrage. Voilà. C'est le démarrage. Mais effectivement, on se retrouve avec énormément de jeunes entrepreneurs qui se lancent, soit en sortie d'études, soit après une première partie de carrière. Et la difficulté qu'on a, et c'est vraiment l'objectif, nous, qu'on essaye d'impulser auprès de ces personnes-là, c'est de passer de « j'ai créé ma petite entreprise » à « je deviens chef d'entreprise ». Et je suis tout seul à « j'embauche mon premier salarié, mon deuxième salarié ». Et c'est vraiment ça notre objectif, hein, c'est d'essayer de les pousser à avoir une vision, à avoir confiance dans l'avenir et de pouvoir se dire je travaille tout seul, mais demain mon activité va se développer et je vais avoir besoin de quelqu'un et je vais pouvoir embaucher. Et c'est vraiment ce seuil-là, ce déclencheur-là qu'on essaie de lancer, parce qu'il y a une vraie peur.
Et vraiment, hein, quand on parlait de réglementaire, on peut parler aussi de la partie... La peur d'embaucher, la peur d'être confronté... tout à fait. La première embauche, c'est « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer si mon carnet de commandes s'arrête ? Qu'est-ce qui va se passer si je ne suis pas dans les règles ? Qu'est-ce qui va se passer pour faire une paye, etc. etc. » Il y a une vraie angoisse d'embaucher. Une véritable angoisse d'embaucher. Il y a des gens avec qui je discute qui me disent « Moi, je veux rester tout seul. Je veux surtout pas prendre quelqu'un. » Parce que mauvaise expérience, etc. Et c'est triste, parce que justement, s'ils ont la volonté d'entreprendre, c'est pour embaucher, c'est pour créer une entreprise, devenir chef d'entreprise avec des personnes qu'on arrive à faire grandir, qu'on fait évoluer. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on... C'est ça l'entreprise, c'est ça l'entreprise. Merci Jean d'avoir reprécisé ça. On arrive au terme de cette deuxième partie d'émission. Maglone, on a des questions, des commentaires très rapidement dans le public. Il paraît qu'on est en retard. Oui, très rapidement, on a un commentaire qui est peut-être plus destiné aux acteurs politiques, notamment. Voilà, le commentaire, il en ressort clairement que les entreprises n'attendent pas forcément des aides, mais un cadre peut-être plus clair, plus simple et plus prévisible. Et après, rapidement, une question aussi qui a été posée dans le public, c'est est-ce que les entreprises de petite et de moyenne taille peuvent-elles se regrouper pour répondre à des appels d'offres plus importants, ou est-ce que c'est pas possible et est-ce que ça pourrait potentiellement être la clé ? Une bonne question. Qui veut répondre très rapidement, hein, très rapidement. Allez, Oriane. On le fait. Dans le BTP, en tout cas, c'est très, ça fonctionne. Et effectivement, ça permet à des plus petites entreprises, si on prend l'exemple des tramways, de pouvoir travailler sur les tramways de Lyon, alors que, en groupement. Sur des gros projets. Voilà. Merci, on va vous remercier Jean Berg, Oriane Viguier, Guillaume Sarrazin. Merci à vous. On arrive à notre troisième et dernière partie d'émission consacrée à l'aménagement, à l'attractivité, au rayonnement de notre territoire. Un territoire uni, derrière une agriculture forte, ancrée, et des infrastructures pérennes, et un territoire qui se projette dans une stratégie économique et industrielle à long terme. Voici quelques-uns des vœux exprimés ce soir par les organisations patronales et consulaires du Rhône. On analyse tout ceci avec nos 4 derniers invités. Troisième et dernière partie de cette émission consacrée au territoire. Comment le rendre plus exemplaire qu'il ne l'est déjà et lui permettre de se projeter dans la décennie à venir. Nos 4 derniers invités ont décidé de voir grand en la matière. On passe des vœux aux actes avec Stanislas Lacroix, Romain Longefet, Anne-Marie Besner et Cédric Fechter. Et on les applaudit, s'il vous plaît. Merci de nous avoir rejoints au plateau pour cette dernière partie d'émission consacrée donc au territoire de ces départements du Rhône. Comment l'aménager dans une logique de développement durable? Comment le rendre encore plus attractif? Pour ça, il faut des acteurs. Il faut des acteurs de terrain. Et s'il y en a bien des acteurs actuellement sur le terrain, ce sont nos agriculteurs. Romain Longefet, merci d'être avec nous. Vous êtes céréalier à Saint-Séphrien d'Ozon. Vous faites du bio au sein de votre groupement agricole qui a pour nom Grains d'Ozon. Vous êtes conscient, vous, d'être, comme agriculteur, un aménageur du territoire? Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on est conscient d'être aménageur? Je dirais que oui, parce qu'en fait, on y est tous les jours et c'est notre quotidien. C'est le plus beau bureau du monde, en tout cas pour moi. Quand je suis dans mon tracteur et que le soleil se lève, j'essaye de pas y être quand le soleil se couche, d'ailleurs, parce que sinon ça fait. D'ailleurs, c'est là qu'on a fait notre petit entretien préparatoire. Hein. Tout au volant de votre tracteur. Tout à fait. Aménageur du territoire, sans aucun doute. Ouais. Peut-être 2 mots sur notre... Alors, vous produisez, alors on va parler effectivement de votre activité, vous produisez des pâtes, de la farine chez vous, tout est fait à la ferme, vous faites pousser le blé selon les normes de l'agriculture biologique. Alors justement, parlez-nous de votre ferme, mais pourquoi d'abord ce choix du bio? Alors, le choix du bio, il date de 2004, nous, sur l'exploitation. Et en 2004, je crois que c'était... parmi les premiers. Hein, oui, c'était dans les tout premiers. Et l'associé qui n'est plus aujourd'hui associé de la structure, mais qui a fait ce choix-là, c'était déjà pour ne pas faire comme les autres. Et puis, c'était un choix éthique. Se démarquer. Se démarquer, ne pas forcément faire ce que tout le monde fait. Et puis, il y avait une vraie croyance dans le bio. Après, ce que je tiens à affirmer ici, c'est qu'on peut être bio, mais pas passéiste, parce que parfois, l'image de l'agriculture bio, c'est un peu l'image d'Épinal. Et dans les champs. Et nous, en tout cas, notre exploitation, qui aujourd'hui regroupe 3 associés, 2 salariés, et qui exploite environ 500 hectares de culture bio, on est bio, je pense qu'on est moderne, et ce qu'on souhaite, c'est avant tout produire.
Le monde agricole français, on le sait tous et toutes ici, est en crise. Les raisons, elles sont multiples. Mais s'il y a un chiffre qui traduit bien cette situation, c'est celui de la balance commerciale des produits agricoles et agroalimentaires. Elle s'est effondrée l'an dernier, passant en l'espace de 10 mois d'un excédent de près de 5 milliards d'euros à, tenez-vous bien, seulement 125 millions d'euros un an après. Ce changement d'échelle spectaculaire, Romain Longefait, est-ce qu'il en dit long sur notre modèle actuel, sur le besoin peut-être justement de passer à une autre échelle, à un autre type de production et de distribution ? Alors, sur les chiffres que vous donnez, je ne suis pas économiste, je suis paysan, mais je me suis renseigné un petit peu et en effet, c'est une tendance lourde. Il se trouve que sur cet exercice-là, et depuis 2 années, les céréales étaient en berne et on sait que sur la balance commerciale, les céréales pèsent beaucoup. Et puis, il y a le contexte du vin et des vins et spiritueux qui, en plus, dans le contexte géopolitique, font que ça s'effondre. Pour autant, le constat, il est quand même clair. On en parlait tout à l'heure avec Nadir, juste avant les tables rondes. On sait qu'on a des secteurs, l'arboriculture en particulier, mais ce n'est pas le seul, où le poids des normes et des contraintes et du coût de la main-d'œuvre ont fait, avec en plus souvent des problèmes sanitaires, ont fait qu'on a des disparitions de production, de vergers. On peut prendre aussi l'exemple de la production de volailles. Aujourd'hui, on a des collègues qui produisent des volailles. Je crois qu'en France, on importe 1 volaille sur 2 consommée. On n'est plus du tout autosuffisant. Je crois que c'est 1 agneau sur 3 produits en France. Totalement dépendant du marché extérieur. Donc on devient complètement dépendant. Alors on en reparlera peut-être après, mais effectivement que la balance commerciale s'effondre, c'est malheureusement pas une surprise. Alors on parle depuis le début de la soirée du poids des acteurs locaux, de la force du territoire. Est-ce qu'une partie finalement de la solution face à cette crise structurelle agricole, elle ne réside pas aussi dans notre capacité, Romain, à réinvestir le terrain des circuits courts, de la production, de la distribution, de la consommation locale? On l'a entendu tout à l'heure dans les vœux. Est-ce que c'est un des chemins, une des solutions qu'il faut exploiter et explorer? Alors, c'est une des pistes, et je pense qu'il y a de la place pour ceux qui veulent l'explorer, parce que je ne veux pas non plus présenter un tableau trop noir. J'ai fait le choix, moi, de m'installer il y a 8 ans. Ça se passe pas bien, pas mal. Et ça se passe bien, et il y a d'autres jeunes, moi je suis moins jeune, mais enfin il y en a d'autres plus jeunes que moi qui font le choix de s'installer. Pour autant, la pyramide des âges en agriculture, elle est complexe, et il va nous falloir du monde, donc c'est un beau métier, c'est un métier d'entrepreneur. Il y a plein de choses à faire. Et sur la question des circuits courts en particulier, évidemment qu'on peut faire encore davantage. Nous, sur l'exploitation, c'est 15 à 20% des produits vendus en circuit court. Ensuite, on travaille beaucoup avec notre coopérative. Et l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de se réapproprier la chaîne de valeur et donc d'être plus présent au local qui peut être du régional. Pour autant, ce n'est pas simple. Notre métier, c'est d'abord de produire et ce n'est pas forcément d'être commerçant. Donc, on a aussi besoin des partenaires qui sont dans cette salle pour y arriver. Et puis, il y a quand même une question de coût et de valeur. On sait très bien que les circuits courts, c'est d'abord et avant tout des gens qui ont les moyens. Et la plupart des achats aujourd'hui alimentaires se font en grande surface. Il y aura des choix politiques forts à faire sur le fait de dire si on veut que l'agriculture de proximité alimente l'ensemble d'une population d'un territoire, comment on fait? Donc vous dites qu'en gros, l'enjeu, dans le bio en particulier, c'est ce qu'on comprend, grossir, c'est un problème finalement. C'est-à-dire grossir, c'est un problème. En volume, vous dites en infrastructure, le coût des infrastructures c'est pas un problème au sens où, d'ailleurs, le bio a connu un recul aussi ces dernières années. Donc on a plutôt eu un dégagement de marché qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas trop de difficultés à commercialiser. Mais si on doit grossir en local, en fait, tout est à organiser. Et aujourd'hui, on a par exemple fait une tentative, nous, en tant qu'agriculteurs bio et céréaliers, à plusieurs, de construire une filière farine. C'est très compliqué. Parce que la farine, aujourd'hui, le marché est ainsi fait qu'en tant que producteur, investir un marché de farine, on n'y arrive pas. Structurellement, les filières ne sont pas construites pour. Et donc, il y a un gros boulot à organiser ces filières pour qu'on puisse positionner nos produits locaux. C'est pas une question de taille. Merci de l'avoir précisé. Stanislas Lacroix, autre secteur en quête d'un second souffle, celui de l'industrie. Vous êtes à la tête du groupe Aldès, basé à Vénissieux. Aujourd'hui, le groupe Aldès, c'est la référence pour toutes les solutions de qualité de l'air intérieur, de protection incendie et de confort thermique. Le groupe Aldès, on peut dire qu'il en a vu, qu'il en a passé des périodes, puisque vous avez soufflé l'an dernier vos 100 ans d'existence. L'industrie française, après une quarantaine d'années de déclin, elle a vécu un sursaut, un rebond, ces 10 dernières années environ. Et là, le soufflet semble, depuis quelques mois, retomber. On parle
de réindustrialiser notre territoire. Vous vous dites, évitons déjà de désindustrialiser. On perd encore plus d'industrie qu'on en crée ou qu'on en attire, selon vous? En dehors de cette page de pub, merci pour... De rien, on est là pour ça. Voilà. Je voudrais démarrer par quelques chiffres. Remettre peut-être l'église au milieu du village. Prenons les chiffres du ministère de l'économie d'octobre dernier, qui nous met en avant qu'en 2023, il y a eu 59 soldes nets d'industries créées. On est à moins 6 en 2024, on est à moins 38, donc on a perdu 38 industries au premier semestre 2025, on parle que de 6 mois. Donc je ne vois pas où est la réindustrialisation quand on voit la vitesse à laquelle malheureusement nos sites industriels ferment. Alors on a un solde positif sur les industries vertes, la défense, la construction. Malheureusement les industries mères, la mécanique, l'agroalimentaire, la chimie, le transport sont en solde négatif. Donc on est sur un phénomène extrêmement pour moi, préoccupant. Et on nous parle beaucoup de l'attractivité de la France en comparant toujours les pays européens entre eux. C'est bien de se comparer, mais on oublie une chose, c'est qu'on est en train de jouer et de boxer avec 3 acteurs qui ne sont pas tout à fait dans la même cour. Non, puis ils n'ont pas les mêmes méthodes. La Chine, les États-Unis, la Russie avec d'autres phénomènes. Donc tout ce qui pouvait être accompagnement de l'investissement étranger, on nous dit déjà moins 7% entre 2023 et 2024. On est passé à la 3e place derrière l'Espagne et l'Allemagne en termes de création d'emplois par l'investisseur étranger. Il faut juste regarder qu'aujourd'hui, malheureusement, la problématique, elle n'est plus là. Et j'aime bien ressortir un chiffre, c'est celui de Florent Manigaud qui patron de Michelin, vous l'avez tous, voilà, tout à fait, qui nous a donné le coût de production comparatif de ces sites européens par rapport aux sites chinois. En 2019, il y avait 34% d'écart, donc en défaveur pour ces sites Michelin en Europe. En 2024, c'est 91%. Donc je pense qu'on est devant un problème un petit peu plus colossal que ce que nos politiques ont parfois peut-être du mal à comprendre. Je prends un autre élément qui est l'étude Rexcode, qui est sortie il y a quelques semaines, que je trouve aussi très intéressante, qui décortique l'écart de compétitivité avec la Chine. Le coût salarial horaire est 67% inférieur en Chine qu'en zone euro. La productivité, avec l'implantation de robots, est 2,5 fois plus important en Chine par salarié qu'en Europe. Le coût de l'énergie est 2 fois plus important en Europe qu'en Chine. Les subventions ou les appuis fiscaux sont 3 à 4 fois supérieurs que les pays occidentaux. Et on a en Chine une politique industrielle structurée de long terme, avec, somme toute, un petit artifice, mais pas des moindres, de sous-évaluation de la monnaie, qui, mine de rien, donne un petit avantage compétitif certain. Et Stanislas, là on voit des chiffres effectivement qui semblent corroborer ce qu'on entend un peu partout. On manque de compétitivité industrielle en Europe, en France. En même temps, on a aussi des voix qui nous disent, et elles s'expriment de plus en plus, on a quand même un pays qui forme des talents, on a quand même un substrat vraiment fondamental important dans nos industries, on a un savoir-faire. Est-ce que ça ne compte pas dans la possibilité de pouvoir justement reprendre un second souffle et donc attirer des investissements et d'autres industries? Bien sûr, mais il faut déjà comprendre et caractériser le contexte. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe autour de vous et que cette bataille est mondiale et non pas française ou européenne, vous passez à côté, en tout cas en ce qui concerne les industries. Donc il est vrai qu'on a l'avantage en Aura d'avoir un tissu industriel absolument fabuleux, première région industrielle très diversifiée, 520 000 emplois, c'est 14% des emplois en Aura au niveau de l'industrie, on n'est qu'à 11% au niveau national. Donc on a vraiment une dynamique qui est colossale et une terre d'entrepreneurs, de PME, de TI, de grands groupes. Il faut savoir qu'il y a 700 ETI en région Auvergne-Rhône-Alpes. 54% sont des entreprises familiales qui ont une vision de long terme, qui travaillent sur le long terme. En effet, comme vous le citiez, la diversité sectorielle qui est fondamentale. Je pense que c'est la seule région au niveau française, européenne et peut-être mondiale où vous trouvez autant de diversité de la plasturgie à l'électronique, à la mécatronique. Je ne vais pas tous les citer. Non, mais par contre, ce qu'on retiendra aussi, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en toucher deux mots aussi, c'est la... Vous parlez aussi de filières qui fonctionnent mieux que d'autres, et puis c'est la réalité en ce moment dans le monde industriel. La question qui est peut-être sous-jacente à ça, c'est est-ce qu'il ne faut pas privilégier les filières qui fonctionnent au détriment des autres? Est-ce que je pose le pavé dans la mare? Est-ce que c'est un peu trop provocateur de penser comme ça? Si on pense ou on veut parler filières, il y a quand même 2-3 petites choses à régler avant. C'est bien de parler de filières, mais messieurs les élus, futurs candidats,
on a besoin de long terme. L'entreprise est un acteur qui joue sur le long terme, et encore plus l'entreprise industrielle. On a besoin de temps. On investit sur des produits, c'est 3-4 ans pour sortir et changer de gamme de produits. Investir sur un outil industriel, et je crois que l'exemple qu'on a eu tout à l'heure était assez édifiant. Je vis le même d'ailleurs sur mes problématiques ICPE. On a besoin de 5-10 ans. Donc vous avez besoin de stabilité politique, c'est ça que vous voulez dire. On a besoin de stabilité, on a besoin réglementaire, de foncier. On a besoin, alors si parlons local. La réglementation locale, oui, mais on a besoin de foncier dédié, fléché, accompagné. On a besoin d'infrastructures adaptées. On en reparlera dans le cadre des structures aéroportuaires, ferroviaires, fluviales. Une entreprise qui n'est pas irriguée et qui n'est pas capable d'organiser ses flux est une entreprise qui meurt. Donc ça, c'est un sujet territorial. On a besoin de démarches simplifiées. On en parlait, l'Adréal est là, en tout cas pour les parties ICPE, mais on a besoin de cette simplification. C'est un cauchemar. Notre métier n'est pas faire de l'administratif. Notre métier, c'est de le faire justement dans métier. Et de le faire savoir aux acteurs qui peuvent vous aider. Se démarquer, le faire savoir. C'est pour ça aussi qu'il faut des salons, il faut des centres d'exposition et surtout une ouverture à l'international. Et on a des champions ici dans notre région pour ça. Anne-Marie Besner, vous êtes présidente du directoire d'Orexpo, mais aussi plus largement directrice générale des sites Auvergne-Rhône-Alpes du groupe GL Events. Vous connaissez bien, vous, les atouts de Lyon et de sa région, puisque justement, votre travail, c'est de valoriser cette destination. C'est une destination qui est en compétition féroce, disons-le, avec les autres destinations françaises et européennes. En 2023, Lyon était dans le top 10 des destinations européennes qui attiraient le plus. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'on est toujours dans le top? Alors, avant de vous dire si c'est toujours le cas, je vais vous dire bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Je vais d'abord vous dire que dans notre métier, notre métier de tourisme d'affaires, c'est d'abord de vendre une destination. Donc, on vend Lyon sur le plan national face à Paris, Toulouse, Marseille, Nice, etc. On vend Lyon à l'international face à Berlin, Paris encore, et puis d'autres villes internationales comme Aichi, où on a gagné, je vous rappelle, les WorldSkills face à nos amis japonais. Donc, au départ, notre métier, c'est de vendre une destination. Alors, est-ce que nous sommes dans le top 10 ? Eh bien, oui. Nous sommes aujourd'hui dans le top 10 des classements européens. Quand on combine en fait l'activité salon et l'activité congrès, on a de la chance à Lyon, mais c'est pas de la chance, c'est parce que on a travaillé pour être à la fois une ville de congrès dans cette magnifique salle 3000. Et si vous me permettez, je voudrais qu'on applaudisse mes collaborateurs qui ont travaillé. On est en famille. Voilà. On est en famille, Anne-Marie. Et pour une fois, je suis de ce côté-là. Sachant que je suis très impressionnée aussi parce que j'ai mon président juste en face de moi et mon patron, bêtises, donc je suis impressionnée, surveillée, mais ça fait rien. C'est pas grave, on est entre nous aussi là. Et donc pour vous dire que oui, on est dans le top 10, mais on est dans le top 10 parce que c'est le fruit d'un travail de longue haleine, parce que notre métier aussi, un métier comme vous, Stanislas, à long terme. Donc ce que nous avons aujourd'hui, c'est ce que nous avons construit, ça fait 15 ou 20 ans. Et nous avons construit ça avec une dynamique du faire ensemble, une dynamique... Il y avait une logique de marque, il y a une marque territoire, il faut le dire quand même. Et puis, et un acteur quand même, GL Events sur ce territoire événementiel, qui est un acteur mondial. Donc je ne serais pas non plus objectif en vous disant qu'on a de la chance. D'ailleurs, Anne-Marie, vous m'amenez sur ce terrain-là, je ne vais pas faire de la pub non plus, mais GL Events, juste pour qu'on comprenne un petit peu ce que ça veut dire le tourisme d'affaires et le tourisme événementiel, les retombées par an de vos activités événementielles, rien que les vôtres, GL Events, retombées économiques directes, indirectes, induites sur le territoire, elles sont estimées à plus d'1 milliard d'euros, voire même 2, c'est ça. Oui, parce que d'abord les chiffres bougent et quand on fait encore des années records, mais aussi si on prend toutes les divisions du groupe, on est même plus près des 3-4 que du 1-2. Donc c'est important que vous partagez, que vous avez la chance, nous avons la chance d'avoir un acteur aussi important que GL Events. Et notamment, si vous voulez, puisque c'est un peu l'époque des sondages en ce moment, si on fait un sondage au niveau des intermittents du spectacle, je crois que GL Events sortirait en numéro 1, puisqu'on fait aussi travailler. Et c'est ça que je voulais vous dire. Oui, ça ruisselle sur effectivement une grande partie de l'activité du territoire. Bien sûr que c'est des milliards de retombées économiques, mais ça fait travailler les pâtissiers, les pâtissières, les traiteurs, les menuisiers, les taxis, les hôteliers, les restaurants et toutes sortes de TPE, PME. Elle va être contente, Pauline, elle a des contrats comme ça à la clé. Mais ce que vous dites aussi,
C'est important de le souligner. C'est que tout ça, ça n'est jamais acquis. Non. Il faut que la destination Lyon se batte pour s'imposer sur les marchés. Comment on s'y prend et comment les décideurs publics peuvent vous accompagner en ce sens? Alors là, je vais avoir peut-être un discours moins optimiste. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui beaucoup développé notre activité. On a développé l'attractivité, l'activité. On a développé les infrastructures, les extensions Eurexpo, ce qu'on a fait, ce qu'on a réalisé dans l'excellence du partenariat public-privé sur l'emprise du Matmut Stadium. Mais je vais émettre 3 warnings. Alors, le premier warning, c'est sur l'attractivité. Il y a quelques années, avant Covid, nous avions un beau titre dans les Échos et c'était marqué « Tourisme d'affaires, Paris, Lyon » et le reste de la France. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, nous perdons contre Marseille, contre Toulouse et d'autres villes. Donc, il faut se ressaisir. Premier warning. Deuxième. Deuxième warning. Le deuxième warning, en fait, ça sera sur le collectif. Aujourd'hui, on sent moins ce côté collectif. Il y a il y a moins de liens. Vous parliez de liens tout à l'heure. Il y a moins de liens. Il y a moins de faire ensemble. Il y a moins d'ambition commune. Et ça, c'est aussi important. Il faut retrouver, vous avez tous parlé d'ambition, une ambition. Il faut être derrière parce qu'il ne faut pas se tromper. Je dirais, la compétition, elle est avec les autres et elle n'est pas entre nous. Ça, c'était votre deuxième warning ou c'était le troisième? Et le troisième, je crois que je l'ai oublié. Oh là, il est terminé, hein, c'est pour ça que moi aussi je suis mêlé. Mais c'est bien, vous avez la fougue. Cédric Fechter, s'il y en a bien parmi nous ce soir qui a besoin et qui participe de ce rayonnement international de la destination Lyon et de sa région, c'est vous. Vous êtes à la tête d'Aéroport de Lyon depuis près de 2 ans. Aéroport de Lyon, juste constitue, hein, rappelons-le, c'est 11 millions de passagers par an. C'est aussi le premier pôle aéroportuaire régional de fret avec le cargo-port. L'objectif de l'aéroport, c'est de connecter durablement notre territoire au reste du monde. Et vous aussi, vous êtes en compétition avec les autres destinations, les autres aéroports finalement européens. À l'heure actuelle, pour que nos infrastructures de transport sur le territoire lyonnais alentour demeurent compétitives, comme l'indiquait à l'instant notre amie Anne-Marie, auprès des visiteurs internationaux, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut que nos infrastructures se parlent mieux, soient plus en intelligence les unes avec les autres? Est-ce qu'on manque justement un petit peu de, allez, disons le gros mot, d'intermodal? Cédric? On n'en manque pas. Objectivement, l'intermodalité, c'est un facteur clé de succès du développement d'un aéroport. Et qui dit développement d'un aéroport dit développement du territoire. À ce niveau-là, ça fonctionne, on va dire, sur le territoire. Ça fonctionne, on peut toujours mieux faire, mais ça fonctionne. Ouais. Je vais vous donner 2 exemples, à la fois sur le développement du trafic commercial, trafic passager, sur le trafic fret, vous en avez parlé. Sur le trafic commercial, plus on a des accès à l'aéroport qui sont diversifiés, plus nous, en tant qu'exploitants aéroportuaires, on est performants pour développer de nouvelles lignes. Et les nouvelles lignes, c'est plus de trafic, plus de connexions directes. Et ça profite directement au territoire et en particulier aux entreprises. Aéroport de Lyon, c'est 2 aéroports, c'est une gare ferroviaire qui est largement sous-utilisée, mais quand même, on sent un vrai développement ces dernières années et de plus en plus d'interconnexions entre les produits, avions, trains et même voitures. Et puis, c'est aussi un Rhône Express, je le dis, parce qu'il faut aussi préserver ce qu'on a été les premiers, les pionniers à savoir développer grâce à une vision politique à l'époque portée par les départements et de nombreux élus. Il faut le préserver parce que ça permet un accès direct à l'aéroport. On est le seul en France les menacer, à avoir sous-entendu. En fait, le développement des transports mode doux fait que paradoxalement, effectivement, on pourrait porter un peu atteinte à la qualité de service du Rhône Express. Donc c'est quelque chose, il faut en avoir conscience. C'est un atout pour le territoire et on en profite. Et puis, on est au milieu d'un nœud routier, autoroutier. Je vais vous dire, moi, ma première fonction au sein d'Aéroport de Lyon, c'était en 2017. À l'époque, j'ai commencé à travailler sur le sujet Amazon, en 2017. Le facteur clé qui a attiré Amazon sur la plateforme de Saint-Exupéry, c'est sa position géographique, le fait d'être au milieu d'un cœur intermodal. C'est ça qui les a attirés. Alors après, il nous a fallu un peu de temps, 4 ans de développement. Je suis parti à l'étranger pendant 4 ans, le temps que tous les recours soient tombés. Et puis, je suis revenu juste au moment où ils ont dit « Ok, c'est bon, on investit, on va faire les travaux ». Vous avez bien joué. Donc, on y est. Et le fret, c'est très important parce que toutes les entreprises qui nous écoutent ce soir, c'est grâce à Cargoport qu'elles peuvent envoyer n'importe quel colis en 24 heures partout en Europe, en 48 heures partout dans le monde. Si on n'avait pas Cargoport,
ce ne serait pas possible. Et donc le territoire serait moins attractif, il y aurait moins de business pour nos entreprises et moins d'argent pour les communes riveraines. L'aéroport, il est exploité, rappelons-le, par la société Vinci, société donc privée, mais le capital, il est composé à 55% d'actionnariat public, donc nos collectivités locales en font partie. Les acteurs locaux, ils sont donc impliqués, ils vous suivent dans vos choix stratégiques d'investissement. Cependant, votre avenir dépend aussi d'une autorité qui n'est pas en région. Elle est à Paris, puisqu'on rappelle que vous opérez dans le cadre d'une délégation de service public. Cette situation, a priori, elle ne vous permet pas d'opérer les grands investissements à venir. On pense notamment à ceux qui vont être nécessaires pour les Jeux Olympiques d'hiver de 2030. Expliquez-nous cette situation. Oui, alors c'est un peu polémique, on ne va pas y passer toute la soirée, mais c'est bien quand même qu'on mette le doigt sur le sujet, notamment vis-à-vis des élus qui sont devant nous, des élus du territoire. Effectivement, Vinci Airports, énorme accélérateur de performance. En l'espace de 10 ans, on est devenu le premier aéroport régional en nombre de destinations directes, 140 destinations. C'est quasiment autant que Genève, qui fait 2 fois plus de trafic que nous. C'est mieux que Marseille et Nice, qui sont aussi devant nous en termes de trafic. Donc ça, c'est un vrai plus. Et tous les aéroports, la moitié des aéroports du monde, accessibles en une escale. Mais plus que Vinci Airports, derrière, c'est un écosystème. On en a beaucoup parlé là, depuis le début de ces tables rondes. Cet écosystème lyonnais, qui est exceptionnel, fait qu'on est sur un partenariat public-privé remarquable. Objectivement, ça fait 10 ans qu'on y travaille avec, vous l'avez dit, 55% d'acteurs publics. La plupart sont là d'ailleurs ce soir. La CCI, c'est pas qu'ils s'alignent sur Vinci, hein. La CCI, typiquement, c'est un acteur qui participe au quotidien, à mes côtés, aux côtés de mes équipes, à définir la stratégie et à nous aider à la mettre en œuvre de manière opérationnelle. La région, le département, et puis nos autres actionnaires, Caisse des dépôts et consignations, Banque des territoires, la métropole de Lyon, et puis Crédit Agricole Assurance, tous s'alignent, sont alignés, 100% des décisions prises à l'unanimité. Par rapport à cette autorité là, à Paris, là, comment ils peuvent vous aider justement? Ils nous aident. D'ailleurs, la première chose que je voudrais faire, si vous me permettez, je voudrais les remercier, parce que les élus, on en parle souvent, pas toujours de manière très positive. Moi, ce que je vois, c'est un soutien au quotidien. Mais d'ailleurs, on les a pas invités alors qu'ils sont venus nombreux. Peut-être qu'on pourrait aussi les inviter ce soir, parce qu'ils sont venus nombreux, collectivement. Vous les invitez où? Vous les invitez Ils sont venus ce soir nombreux. Au quotidien, ouais, tout à fait. Vous croyez pas qu'on pourrait les inviter? Moi, je pense qu'on peut. Ah ben voilà, vous avez, voilà, on peut. Justement. S'inviter à les applaudir. Donc les élus, ils nous protègent, ils nous préservent, ils nous soutiennent, pas que. Le MEDEF, CPME, les conseillers du commerce extérieur français, l'écosystème est derrière nous. Ça a permis quoi? En 10 ans, ça a permis près de 300 millions d'euros d'investissement fait au bénéfice du territoire pour le développement de nos infrastructures, pour le développement de la qualité de service. On est passé de 7e à 2e aéroport en France en matière de qualité de service. Le tout de manière à donner une image qui soit à la hauteur de celle du territoire. Mais effectivement, on dépend aussi de décisions nationales. On est une délégation de service public. Nous aussi, on est soumis à une régulation, une réglementation qui parfois est un peu trop technico-juridique. Et le paradoxe... Donc ça veut dire quoi? Les élus locaux doivent faire remonter cette réalité-là? Le paradoxe, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on se retrouve en panne de financement de nos grands investissements. On a 2 grands investissements, 85 millions d'euros sur le terminal 2, 85 millions d'euros au bénéfice du territoire, au bénéfice des Jeux Olympiques, pour des entreprises locales qui vont venir les réaliser, 50 millions d'euros sur la décarbonation. On est 6e mondial en matière de décarbonation. On est un aéroport, c'est une pépite européenne. Il faut faire en sorte de conserver notre dynamique et notre indépendance d'investissement. Et les élus, effectivement, sont là pour nous préserver. C'est essentiel. Notre territoire... Ouais, ça mérite d'être souligné, effectivement. On a besoin de vous, là, à ce niveau-là, les élus. Notre territoire, Anne-Marie Besner, vous l'avez rappelé, c'est aussi la gastronomie. C'est aussi un art de vivre, hein, notre territoire. Un territoire attractif qui valorise ses produits, ses filières agricoles. Je veux juste me tourner, avant de vous laisser la parole, Anne-Marie, du côté de Romain, parce que c'est important aussi de resituer l'importance on l'évoquait, des circuits locaux, du produire local. Est-ce que, justement, l'agriculture, et en particulier donc l'agriculture bio, elle participe vous évoquiez tout à l'heure l'image de marque territoire. Pour vous, Romain, elle fait partie intrinsèquement, cette agriculture, de cette image de marque territoire qu'on doit défendre et qu'on doit justement développer? Alors oui, évidemment. Et l'agriculture
dans son ensemble, pas que l'agriculture bio. Et je voudrais juste, si vous me le permettez, faire un petit point là-dessus. J'ai horreur d'opposer les modèles et je crois que si nous on a fait le choix du bio, on l'a fait parce qu'on avait des conditions agronomiques, on avait l'eau, on avait une culture, enfin des cultures, les céréales qui le permettent. Ça serait beaucoup plus compliqué si on était, je parlais tout à l'heure des producteurs de fruits, des producteurs de légumes ou autres. Parce que quand vous avez une pomme qui est toute déformée, toute tachée, elle est invendable. Moi, mon grain de blé, s'il est un peu taché, c'est pas très grave. De toute façon, j'en ferai de la farine. Donc, je voulais rappeler ça. Mais oui, l'agriculture, évidemment, elle fait la fierté. Elle est reconnue, je pense, dans son ensemble, l'agriculture du Rhône pour sa qualité. Et l'agriculture, on le dit peut-être pas assez, mais c'est quand même une des rares activités que l'on trouve partout sur le territoire. Quand vous allez au fin fond des monts du Beaujolais, il y a de l'agriculture. Et donc, il y a de l'activité économique. Et ça, je trouvais important de le rappeler ce soir. Si vous me le permettez aussi, tant que j'ai le micro, un ou deux messages qui me semblent essentiels. C'est qu'on a besoin, on est là pour ça, Romain. On a besoin, merci, de politiques lisibles, pérennes. Je crois que ça a déjà été dit, plusieurs reprises. J'ai bien de le rappeler. Mais y compris, alors c'est pas toujours simple, je le sais, mais entre les différentes collectivités. Parce que parfois, on peut avoir des ruptures de politique selon la zone dans laquelle on se trouve. Évidemment, l'agriculture a un caractère essentiel, on l'a dit, on le rappelle, et reparlons, et Pascal Girin l'a dit dans son mot introductif, de souveraineté alimentaire. Je crois que par les temps qui courent, c'est quand même un sujet. C'est un très gros sujet, c'est même un sujet peut-être essentiel. Oui. Malheureusement, on n'a pas le temps de le brosser, mais c'est un sujet essentiel. Oui. Et deux derniers points. Un, l'agriculture a besoin d'eau. Je crois que tous ceux qui ont essayé de faire pousser quelque chose dans leur jardin ou dans une jardinière sans eau, ils se sont vite rendus compte que ça ne marchait pas. Eh bien oui, on a besoin d'eau et donc il y a déjà eu beaucoup de choses de faites, mais il y en a encore à faire. Et dernier point peut-être, le soutien aux investissements productifs. On insiste aussi là-dessus. Quand on investit, quand on fait des travaux sur nos exploitations, mais c'est, je pense, la même chose pour nos collègues entrepreneurs, eh ben, ça fait tourner l'économie aussi. Et donc, quand on a des investissements qui sont soutenus par différents dispositifs d'aide, c'est favorable finalement à tout le tissu. Un euro bien investi. Merci de l'avoir rappelé, Romain. Un territoire qui gagne à l'extérieur, c'est aussi un territoire qui est fort sur ses fondamentaux. Très rapidement, Stanislas, un territoire qui mise sur ses fondamentaux, c'est un territoire qui mise sur la recherche, sur l'innovation. On n'aura pas suffisamment de temps pour parler de ce sujet énorme, mais la vitalité de nos universités, de nos chercheurs, de centres de recherche, pour un groupe comme Aldes, ça veut dire quoi concrètement? C'est de la matière grise pour aller chercher un coup d'avance sur les marchés extérieurs pour l'export? Oui, c'est essentiel. C'est fondamental. On a en effet peu abordé ce sujet de la recherche. C'est la deuxième région en poids de la recherche. C'est plus de 9 milliards qui sont investis en R&D en Rhône-Alpes. Rien que sur le Rhône, c'est 550 labos de recherche, 6 800 chercheurs. Et on a besoin de ce tissu-là. On a besoin aussi de ce tissu d'école qui est fondamental. C'est nos talents actuels de demain. On a besoin de travailler avec eux pour innover, pour créer, pour emporter en fait nos entreprises aussi plus loin. Et ça, c'est un tissu assez unique que nous avons aussi en région. Et je voudrais juste terminer, on oublie, et vous parliez d'exportation, l'importance en fait de ce qu'est Lyon en termes d'exportation. On est un territoire d'exportation natif, on n'a pas été capitale des Gaules pour rien, aux confluences du Rhône et de la Saône. On a parlé des aéroports, mais on peut parler de notre fleuve aussi, qui est fondamental. Et c'est une position qui est assez unique et qui doit continuer, on parlait d'attractivité, à rayonner dans le monde. Une entreprise lyonnaise a besoin de son rayonnement. On a besoin de préciser ou de faire mettre en avant l'ensemble des talents qu'on trouve dans la région, des talents, des compétences et des entreprises que l'on a. Je reviens sur ce qui a été dit, mais c'est absolument fondamental. Sans ce rayonnement, on n'a pas cette visibilité, que ce soit en Chine, aux États-Unis, ou dans tous les autres territoires. Il est sympa, Stanislas, parce qu'il a fait la transition pour donner le mot de la fin à Anne-Marie. Anne-Marie, le mot de la fin, justement. Merci beaucoup. Je vais rebondir et je vais quand même. Je me suis souvenu du troisième warning. Le troisième warning. Il est important. C'est l'accessibilité. Ah bah oui, celui-là il est important. Donc on a parlé. C'est quasiment le mot de la fin. Hein? Merci Anne-Marie. Non. Allez, très rapide Anne-Marie. On est pris par le temps. Très rapide. Le mot de la fin, donc l'accessibilité. Donc entre parenthèses, la fameuse gare routière provisoire, j'espère, vers le stade de Gerland, c'est très très compliqué. Mais le mot de la fin, c'est que c'est ici et maintenant que mesdames, messieurs les élus et les futurs élus, c'est maintenant ensemble, et c'est notre ardente obligation d'avoir une ambition
forte, rayonnante, partagée pour la France et pour l'international, et de faire de Lyon une destination de tourisme d'affaires préférée des visiteurs et des organisations en France comme à l'international. Ce que vous nous dites, Anne-Marie, c'est qu'en gros, les élus sont nos meilleurs VRP pour aller à l'extérieur avec les acteurs, hein, c'est ça, hein. Absolument, il faut être tous derrière, parce que ce que je vous dis aussi, c'est que le groupe GL, même s'il est référence mondiale, il ne peut pas faire tout seul. Nous avons besoin d'être tous ensemble avec l'industrie, avec les aéroports, avec l'agriculture. D'ailleurs, et j'ai menti, ça ne sera pas le mot de la fin. Et je suis désolé Anne-Marie, je vais le laisser à Cédric parce que, quitte à parler effectivement de projets fédérateurs, de projets, on parle des JO, il faut le dire, on doit avoir un territoire derrière les JO. Justement, le président de région Fabrice Pankouk, il a récemment formulé le vœu qu'Aéroport de Lyon devienne à terme la porte d'entrée des Alpes françaises, en particulier des Alpes du Nord, avec justement la perspective des JO. Ça, est-ce que le timing est réaliste? Est-ce qu'on est bien lancé là-dessus? Le timing est réaliste. Les JO, ils doivent nous aider à corriger une anomalie historique et une triple aberration. L'aberration, c'est qu'aujourd'hui, la porte d'accès des stations de ski françaises, c'est l'aéroport de Genève. C'est une triple aberration géographique, économique et en matière de souveraineté. L'aéroport de Lyon est le plus proche de 80% des plus grosses stations françaises. Donc nous, on doit y travailler. On doit retrouver notre capacité d'investissement. Ouais. On doit travailler la connexion avec le TGV et peut-être augmenter le nombre de destinations depuis la gare Lyon-Saint-Exupéry vers les stations de ski. Et là, on aura besoin de tous les élus, on aura besoin de tous les acteurs du territoire. Et d'ici 2030, on n'aura pas de temps à perdre pour le mettre en œuvre. Donc clairement, c'est réaliste, il faut le mettre en œuvre, mais il faut juste nous laisser notre indépendance économique, notre indépendance d'investissement. Et si les milieux parisiens n'y arrivent pas, s'ils ont une approche trop technico-juridique et qu'ils ne sont pas capables de penser une politique territoriale digne de ce nom, qu'on laisse l'autonomie aux élus des territoires pour décider comment doivent fonctionner leurs grandes infrastructures. Je pense que ce soir, le message a bien été entendu. On arrive au terme de cette émission, Maglone. Les dernières questions, très rapidement, en commentaire peut-être, là, on reste à des commentaires. Oui, je vais vous donner un commentaire qui a eu sur l'application, notamment sur l'attractivité du territoire, et voilà, qui repose surtout sur des équipements structurants de long terme, des infrastructures industrielles, agricoles et énergétiques solides, des sites comme le nucléaire du Bugey, par exemple, qui jouent un rôle clé pour sécuriser l'énergie, l'emploi industriel et l'activité agricole sur le territoire. C'est un beau commentaire, elle en est même émue, Maglone, hein, un peu émue quand même. Ouais. Allez, merci à vous, Stanislas Lacroix, Romain Longefait, Anne-Marie Besner, Cédric Fechter. Merci au public présent à l'amphithéâtre 3000 de Lyon. C'est la fin de l'émission des Vœux des Actes. Merci aux équipes techniques d'Iconocast, de GL Events, et merci à toutes les équipes des organisateurs participantes pour la préparation de cette émission. Merci à vous.